Là, c'est l'une des premières fois où Michel Martelly présente Jovenel Moïse en public. On est le 1er novembre 2014 à Paris. Le président, en visite en France, rencontre la communauté haïtienne et présente l'homme d'affaires. Jovenel, son jeune garçon qui a un plan en Haïti pour le faire banane. Jovenel, une folie fait banane. Mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est que cet homme qui a l'air tout timide et réservé sera le candidat officiel du pouvoir. À ce moment-là, Jovenel Moïse est un inconnu. Mais pourquoi Martelly va-t-il le choisir? Et surtout, qui est vraiment Jovenel Moïse? Le 15 juin 2015, le président Martelly annonce officiellement Jovenel Moïse comme le candidat de son parti pour les élections présidentielles. Une décision qui surprend tout le monde car Jovenel Moïse n'a pas une tête de président comme le dit Martelly. Mais il a d'autres points forts, nous dit le président. Jovenel Moïse représente le modèle de la production nationale et porte un grand projet. Il a aussi une énorme faiblesse. Il est quasiment inconnu de la population haïtienne. Mais pour Martelly, c'est un avantage car son poulain n'est pas un politicien de métier, c'est un entrepreneur agricole, un paysan, un homme du peuple qui connaît le pays profond et qui saura parler au peuple. En plus, c'est un homme d'affaires à succès qui a créé la plus grande ferme agricole du Nord-Est et même du pays, qui produit de la banane que tout le monde veut acheter, que ce soit les Français, les Allemands, les Américains, etc. Son entreprise emploie 3000 personnes. Jovenel Moïse est un businessman infatigable qui porte depuis 10 ans ce projet qui pèse aujourd'hui plusieurs millions de dollars. S'il a réussi dans les affaires, il réussira dans la politique, forcément. Mais ça, c'est la partie de l'histoire que Martelly a voulu nous raconter. Mais en réalité, l'histoire de Jovenel Moïse n'est pas si linéaire, elle est complexe, surprenante, voire ambiguë. Ce n'est pas une simple histoire de planteur de bananes devenu président. Déjà, comment Martelly a-t-il rencontré Jovenel Moïse et pourquoi l'a-t-il choisi, lui, et pas un autre? Reprenons l'histoire dès le début. Jovenel Moïse est né à Trou-du-Nord en 1968. Son père est un agriculteur qui travaille dans l'exploitation de la canne à sucre. À l'âge de 6 ou 7 ans, Jovenel Moïse quitte sa ville natale avec sa mère et ses frères et sœurs pour s'installer à Port-au-Prince, plus précisément à Carrefour. Il fait sa scolarité au lycée Toussaint, puis au collège canado-haïtien. Il poursuit ses études à l'université Quisqueya dans les sciences de l'éducation, mais n'a probablement pas terminé son cursus. C'est là qu'il rencontre sa femme Martine Moïse, de son nom de naissance Martine Joseph. Il l'épouse en 1996. Après son mariage, il s'installe à Port-de-Paix avec sa femme et se lance dans les affaires. Il y crée Jomar Autoparts, puis développe une petite plantation de bananes. Au début des années 2000, il s'associe à Cooligan pour produire et vendre de l'eau potable dans le nord-ouest et le nord-est. Cela lui ouvre progressivement les portes du milieu des affaires. En 2004, il devient membre de la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Ouest. Et après quelque temps, il devient président de cette chambre. Il accède ensuite au poste de secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. Déjà, ça nous dit quelque chose d'intéressant. Jovenel Moïse n'était pas un simple cultivateur sorti de nulle part. Il avait déjà passé plusieurs années à construire son réseau dans les chambres de commerce et les milieux économiques. Mais le véritable tournant arrive avec la création de sa société Agritrans. Jovenel Moïse crée Agritrans SA et développe dans le Nord-Est le projet Nouribio, une vaste exploitation agricole destinée notamment à la production de bananes pour l'exportation. En novembre 2013, on retrouve déjà Jovenel Moïse aux côtés des grands projets économiques soutenus par le gouvernement. Agritrans présente alors son ambition de faire du Nord-Est un lieu important de production agricole et annonce des exportations de bananes pour l'année suivante. Puis, en octobre 2014, le projet change de dimension. On annonce 27 millions de dollars pour financer le projet de Jovenel Moïse. Le gouvernement de Martelly investit 6 millions de dollars au projet et promet 15 millions supplémentaires. Jovenel Moïse est aux anges et remercie chaudement Martelly qui lui a permis de concrétiser un projet qu'il disait porter depuis une dizaine d'années. Mais pourquoi Martelly est si enthousiaste à financer le projet de Jovenel Moïse? A-t-il d'autres idées en tête? Qu'attend-il en retour? Et qui d'autres ont participé au financement du projet? Avant de creuser ces questions, arrêtons-nous un peu sur un élément. La société de Jovenel Moïse ne faisait pas que produire des bananes.
Quelques années plus tard, en mai 2019, la Cour supérieure des comptes publie un rapport qui montre qu'en 2014, Agritrans obtient un contrat de travaux publics avec l'État haïtien pour la réhabilitation de la route Boyne-Petit-Bourg de Boyne dans le département du Nord. Le contrat est signé le 15 octobre 2014 avec le ministre des Travaux publics Jacques Rousseau et Jovenel Moïse, président d'Agritrans SA, pour un montant de presque 40 millions de goudes. Le truc qui ne va pas ici, c'est que Agritrans est une ferme agricole, pas une entreprise de construction. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Ce n'est pas tout. 2 mois plus tard, le 12 décembre 2014, le gouvernement de Martelly signe un second contrat pour le même projet de construction de route. Cette fois-ci avec une autre société du nom de Betex Ingénieurs Conseil pour près de 35 millions de goudes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer. L'État haïtien verse près de 40 millions de goudes à Agritrans pour construire la route entre Boyne, Petit-Bourg de Boyne. Et 2 mois après, l'État verse près de 35 millions de goudes pour construire le même tronçon de route. 2 contrats pour le même projet. Et j'ai pas fini. Écoutez bien, l'année suivante, en mai 2015, la même chose va se reproduire, mais de manière plus étonnante. Dans un autre projet de construction de route, la Cour des comptes rapporte qu'Agritrans obtient un contrat pour un tronçon entre Boyne et Passes-Oranges. La Cour affirme avoir émis un avis défavorable à ce projet, notamment parce que, selon elle, l'objet social d'Agritrans ne permettait pas à la société de construire des routes. Je l'ai signalé plus haut. Malgré cet avis défavorable, le ministre des Travaux publics d'alors poursuit la procédure. Et le 27 mai 2015, Agritrans reçoit une avance de plus de 20 millions de goudes. Moins de 3 semaines plus tard, le 15 juin, Michel Martelly annonce son choix. Jovenel Moïse sera son candidat à la présidence. Le journal Le Nouvelliste titre « Jovenel Moïse, le dauphin inattendu de Michel Martelly ». Plusieurs remarques. Pourquoi Jovenel Moïse reçoit de l'argent pour construire des routes alors que ce n'est pas la compétence de sa société? Quelle a été la véritable raison de ces versements et pourquoi, quelques jours après, il est annoncé comme candidat? Cet argent était-il destiné à financer sa campagne? Mais avant d'aller plus loin, il faut s'arrêter sur un autre aspect du parcours de notre entrepreneur. Son argent. Car lorsque Jovenel Moïse se lance à la conquête de la présidence, ses finances vont elles aussi susciter des interrogations. En 2016, un scandale éclate. On accuse Jovenel Moïse de posséder 14 comptes bancaires suite à une enquête de l'unité centrale de renseignement financier, l'UCREF. Mais en réalité, les 14 comptes n'étaient pas tous des comptes personnels de Jovenel. C'étaient des comptes bancaires sur lesquels il était signataire. Parmi ces comptes, 8 étaient des comptes personnels, ce qui est déjà beaucoup, dont 2 étaient des comptes conjoints, c'est-à-dire avec son épouse Martine Moïse. Et les 6 autres comptes appartenaient à ces sociétés. Mais ce n'est pas tellement le nombre de comptes qui intrigue, ce sont surtout les mouvements d'argent qui ont eu lieu sur ces comptes bancaires. Sur un seul compte personnel en dollars détenu conjointement par Jovenel Moïse et sa femme à la BNC, l'UCREF relève en une quinzaine de mois 252 dépôts pour plus de 5,5 millions de dollars et 152 retraits pour un montant également supérieur à 5,5 millions de dollars. Mais l'UCREF s'interroge notamment sur de nombreux dépôts effectués en espèces, parfois plus de 100 000, 120 000, 130 000 ou même plus de 200 000 dollars en une seule journée. De l'argent dont on ne connaît pas l'origine, c'était de l'espèce. À cela s'ajoutent 45 véhicules enregistrés au nom de Jovenel Moïse auprès de l'OAVCT. Alors en quoi est-ce que tout ça pose problème? Avoir plusieurs comptes bancaires, posséder des véhicules ou brasser beaucoup d'argent n'a évidemment rien d'illégal. Ce qui est problématique, c'est qu'on n'arrive pas à retracer l'origine de ces fonds. L'UCREF estime ainsi possible que Jovenel Moïse manipule des fonds sans rapport avec ses entreprises et transmet le dossier à la justice pour approfondir l'enquête. Jovenel Moïse, lui, rejette catégoriquement tout soupçon de blanchiment d'argent. Il affirme être entrepreneur depuis 1996, avoir travaillé toute sa vie et avoir toujours entretenu de bonnes relations avec les banques qui lui accordent des prêts. Il dénonce derrière cette affaire une manœuvre politique destinée à nuire son ascension politique. Le dossier sera effectivement transmis à un juge d'instruction. Mais cela n'empêchera pas Jovenel Moïse d'accéder à la présidence. Il prête serment le 7 février 2017.
Abordons maintenant notre question fondamentale. Pourquoi Martelly a-t-il choisi Jovenel Moïse? Martelly raconte qu'il voyait en Jovenel Moïse un représentant de la production nationale et considérait son expérience entrepreneuriale comme un modèle de réussite. Mais ça, c'est ce que dit Martelly. Mais creusons un peu plus la question. Le choix de Jovenel surprend parce qu'au moment où il a été choisi, peu d'Haïtiens savaient réellement qui il était. Et puis il y avait d'autres candidats plus évidents autour du président. Des personnalités politiques connues et expérimentées, par exemple Laurent Lamotte, et pourtant, le président se tourne vers un entrepreneur jusque-là pratiquement absent de la scène politique. Pourquoi lui? Le journaliste américain du New Yorker, John Lee Anderson, rapporte une conversation qu'il a eue avec Jovenel Moïse pendant la campagne présidentielle. Alors qu'il visite la grande ferme agricole de l'homme d'affaires à Trou du Nord, Jovenel Moïse lui explique qu'avant, il envisageait de se présenter comme candidat au Sénat. Mais Martelly l'a dissuadé parce qu'il y avait déjà 2 candidats qui convoitaient le siège pour son département. Martelly lui aurait alors proposé quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Il lui dit « Je pense que tu peux être le prochain président ». Jovenel explique que Martelly lui promet alors son soutien s'il accepte de se présenter. Il en parle à Martine Moïse qui, toujours selon le récit de Jovenel Moïse rapporté par Anderson, l'encourage à accepter. Anderson lui pose alors une question. Est-ce que Martelly et lui envisagent un plan sur 20 ans, en alternant à la présidence? Jovenel approuve et admet que lui et Martelly envisagent effectivement un plan sur 20 ans en alternant à la présidence. La Constitution interdisant 2 mandats consécutifs à un président, l'idée serait donc Martelly-Jovenel. Après ça, on a encore Jovenel-Martelly et ainsi de suite jusqu'à 20 ans. Jovenel aurait justifié cette idée auprès du journaliste américain par la nécessité de donner au pays une continuité politique. Donc, il existait un plan secret entre Martelly et Moïse. J'en connais qui avaient tenté un coup pareil, mais ça ne s'est pas bien passé. Vous voyez à qui je fais allusion. Martelly voulait réussir ce que Jean-Bertrand Aristide avait échoué à faire avec Préval. Continuons de creuser la question. Pourquoi Martelly a choisi Jovenel Moïse? Agritrans n'était pas la success story racontée pendant la campagne de Jovenel Moïse. 3 membres du conseil d'administration de l'entreprise ont révélé au New York Times que le projet avait été un échec pour eux. Ils ont perdu beaucoup d'argent dans le projet. Et pourtant, alors que Martelly réfléchit à sa succession, Agritrans reçoit le financement public de 6 millions de dollars. L'ancien député Patrick Joseph, ami de longue date de Jovenel Moïse, a raconté dans une interview sur Gazette Haïti le 10 juillet 2023 que Jovenel Moïse l'avait appelé en urgence. Il se trouvait dans un restaurant à Delmar. Jovenel lui annonce qu'il vient de rencontrer Michel Martelly. Selon Patrick Joseph, Jovenel Moïse lui dit en substance « Martelly m'a choisi pour devenir le prochain président ». Patrick Joseph affirme avoir été surpris et lui avoir demandé ce qu'il avait répondu. Jovenel Moïse a répondu qu'il avait accepté. Michel Martelly, le principal concerné, donnera sa propre version des faits. Dans une émission en juin 2017 sur la Radio Scoop FM, face au journaliste Gary Pierre-Paul Charles, qui lui demande comment il avait fait le choix de Jovenel Moïse pour le succéder, Martelly répond sans rire que ce n'est pas lui qui a choisi Jovenel Moïse, mais c'est Dieu qui avait fait le choix. Il explique qu'il pensait que le projet de Jovenel Moïse est tellement important pour le pays que s'il ne rentre pas en politique, le projet ne survivra pas. À ce moment-là, raconte Martelly, il voulait proposer la candidature de Jovenel Moïse au poste de sénateur du Nord, mais il y avait un problème, c'est qu'il y avait déjà 2 candidats de son entourage pour le poste. Il s'agissait de l'ancien sénateur Rodolphe Boulos et du chanteur Jacques Sauveur-Jean, alias Jacquito. Il décide d'organiser une réunion avec eux en présence de Jovenel Moïse afin de convaincre l'un d'entre eux de se retirer. Il demande à Jacquito s'il acceptait de se retirer au profit de Jovenel Moïse. Jacquito refuse catégoriquement, estimant qu'il deviendra fou s'il n'est pas élu sénateur. Martelly comprend alors que la situation est compliquée, puisque Jacquito, qui était son ami personnel, a refusé. Au vu de la situation, il décide de ne rien demander à Boulos. À ce moment précis, il regarde Jovenel Moïse qui est resté calme et lui dit de manière discrète, sans véritablement prononcer de mots, « Ne t'inquiète pas, j'ai autre chose pour toi ». Et Martelly raconte qu'à ce moment précis où ces mots le traversent, Jovenel comprend tout de suite et il sent un tremblement dans son corps. Une énergie le traverse. Il était à 2 doigts de nous expliquer que c'était le Saint-Esprit qui lui a insufflé ces mots. Pendant le reste de la réunion, Martelly reste pensif et à un moment donné, il prend à part Jovenel Moïse dans un autre bureau et lui dit que c'est lui
qu'il va être candidat à la présidence. Jovenel Moïse n'a eu aucune réaction. Il pensait peut-être qu'il s'agissait d'un canular. Il demande alors à Jovenel Moïse de garder le secret. Et un peu plus tard, il a eu la preuve qu'il avait fait le bon choix. Plus tard, Jacques Ito va raconter à qui veut l'entendre que c'était lui qui avait proposé le choix de Jovenel Moïse à Michel Martelly. 3 récits racontés à 3 moments différents, mais qui convergent au moins sur un point. Au départ, Jovenel Moïse pense au Sénat, et c'est finalement Martelly qui lui ouvre la perspective de la présidence. À partir du moment où Martelly est convaincu de son choix et que le candidat est officiellement désigné, toute une campagne de communication sera faite pour imposer Jovenel Moïse comme Nèg Banan. C'est tout pas Nèg Banan. Moi c'est Jovenel Moïse, Nèg Banan. Moi prends engagement pour me continuer à diriger le pays à tête calme. La machine politique transforme alors l'entrepreneur relativement inconnu en Nèg Banan. Mais si Jovenel Moïse était un parfait inconnu, pour la grande majorité des Haïtiens, il n'était pas un nouveau venu comme on l'a montré plus haut. Il avait ses allées et venues dans les milieux d'influence en Haïti. Mais à quel moment Jovenel Moïse a rencontré Michel Martelly? L'ancien président tête calée est assez évasif sur la question. Il dit ne pas se souvenir des dates précises, mais prétend que c'est lors d'une rencontre avec des entrepreneurs qu'il a été frappé par le personnage. Mais quand on creuse un peu plus, on découvre une vérité plus étonnante. Des ramifications et des liens de longue date avec des personnages quelque peu douteux. Il faut savoir qu'avant d'avoir été choisi par Martelly, Jovenel Moïse faisait des affaires avec un certain Charles Saint-Rémy, alias Kiko. Ils étaient dans le commerce des anguilles ensemble. Et ce Kiko Saint-Rémy n'est autre que le frère de Sophia Martelly, donc le beau-frère du président Martelly. Kiko Saint-Rémy est un personnage sulfureux, soupçonné d'être un trafiquant de drogue. Il a exercé une influence considérable pendant la présidence Martelly et au début du mandat de Jovenel Moïse. Le New York Times rapporte qu'en 2015, Kiko Saint-Rémy aurait agressé un ministre de l'Agriculture parce que celui-ci avait attribué un contrat sans son accord. Kiko Saint-Rémy a conservé une influence considérable pendant les premières années de la présidence Moïse. Le clan Martelly, de manière générale, a encerclé le pouvoir. Jovenel Moïse était suffoqué. Martelly et ses proches l'appellent sans arrêt pour lui donner des directives. Jovenel Moïse était perpétuellement aux ordres de Martelly. Son épouse et Kiko Saint-Rémy intervenaient sans cesse dans ses décisions. Esther Antoine, une collaboratrice de Jovenel Moïse pendant la campagne présidentielle, raconte au New York Times que Sophia Martelly lui avait dit un jour que Jovenel Moïse était leur propriété. Il faut savoir qu'une fois arrivé au pouvoir, Jovenel Moïse a dû conserver certains proches de Martelly à des postes clés. Par exemple, Dimitri Erard, le chef de la sécurité du président, est un proche de Martelly. Jovenel se méfiait de lui. D'ailleurs, d'après le New York Times, il a été surpris d'espionner le président pour le compte de Kiko Saint-Rémy. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Jovenel avait découvert que son chef de sécurité informait le beau-frère de Martelly de ses activités. Mais la question qu'on se pose, pourquoi il ne l'a pas révoqué? La réponse est peut-être qu'il ne pouvait pas parce que Dimitri Erard est l'homme de Martelly. Jovenel a hérité de l'appareil de son mentor et ne pouvait visiblement pas s'en défaire. D'ailleurs, même parmi ses plus proches conseillers, qui se présentent aujourd'hui comme des jovenelistes zélés, étaient des conseillers de Michel Martelly. Même Esther Antoine, que j'ai cité plus haut, qui a dénoncé les propos de Sophia Martelly, a d'abord travaillé dans l'administration Martelly. Elle a été coordonnatrice générale du Fonds d'assistance économique et sociale FAES du temps où Laurent Lamotte était Premier ministre. Bien sûr, tous ces gens aujourd'hui prennent leur distance avec le clan Martelly, mais il ne faut pas oublier qu'ils viennent du même monde. À la fin de son mandat, Jovenel Moïse va progressivement chercher à s'émanciper du clan Martelly. Dans les derniers mois avant son assassinat, il commence à s'attaquer à certains secteurs économiques et réseaux liés à ses anciens amis. En février 2001, le maire de Port-de-Paix, un allié du président Jovenel Moïse, lance une offensive contre le commerce des anguilles contrôlé par Kiko Saint-Rémy. Jovenel ordonne que les marchandises liées à Kiko soient désormais contrôlées par les douanes. D'après la journaliste du New York Times, Maria Habib, dans les mois précédant son assassinat, Jovenel a demandé à ses collaborateurs de constituer une liste des narcotrafiquants qui opèrent en Haïti. Il avait l'intention de remettre cette liste à la DIA. Il ne voulait épargner personne, pas même ses anciens amis et alliés puissants. Et le nom de Kiko Saint-Rémy aurait occupé une place centrale dans cette liste.
D'ailleurs, après l'assassinat du président, sa femme a révélé que les assaillants avaient fouillé sa chambre à la recherche d'un document. Ce document pourrait être cette fameuse liste. Donc, tout ça pour vous dire que Jovenel Moïse faisait affaire avec le beau-frère de Martelly. Quand celui-ci nous dit qu'il l'a rencontré par hasard lors d'une rencontre, on peut avoir de sérieux doutes qu'Ico Saint-Rémy ou un autre proche aurait pu faire les présentations. Il y a justement un autre personnage tout aussi louche qui aurait pu faire les présentations. Il s'agit de Evans Daniel, un ami proche de Martelly soupçonné de trafic de drogue. Jovenel le connaissait depuis 20 ans et était associé avec lui à partir de l'année 2000 dans une entreprise qui produisait à l'époque des biscuits connus en Haïti sous le nom de Bonbon Mariela. Evans Daniel est un homme d'affaires installé dans le sud, particulièrement à Port-Salut. Il est propriétaire d'un hôtel très prisé à Port-Salut. Il avait des liens très étroits avec le pouvoir en raison de son amitié de longue date avec le président Martelly qui séjournait parfois dans son hôtel. En septembre 2013, Evans Daniel est interrogé dans une affaire de 23 paquets de drogue. Arrêté par la police, il affirme avoir trouvé les paquets flottants en mer alors qu'il se trouvait sur son bateau avec 4 autres personnes. Il raconte qu'il les aurait récupérés afin d'empêcher à des trafiquants de s'en emparer, puis aurait contacté la police, il a dit. Le procureur Jean-Marie Salomon doutait de cette version, soupçonnant qu'il s'agissait d'une manœuvre pour dissimuler un trafic de drogue qui avait mal tourné. Evans Daniel est alors arrêté pour trafic de stupéfiants. Mais le ministre de la Justice de Martelly intervient et ordonne sa libération. Quelques mois après cette affaire, Evans Daniel est mystérieusement porté disparu. Sa voiture est retrouvée abandonnée dans une station-service. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où il est passé. Est-ce qu'il a été enlevé, assassiné? Sa disparition est-elle liée à ces paquets de drogue? Donc, Evans Daniel aurait pu aussi présenter Jovenel Moïse à Martelly bien avant l'arrivée au pouvoir de l'ancien chanteur. Jovenel Moïse n'était donc pas du tout l'homme hors du système qu'on nous a vendu. Bien avant son entrée en politique, il fréquentait déjà certains des réseaux économiques et relationnels qui gravitaient autour de Martelly. Mais avant son assassinat, il décide de rompre avec ce milieu et prend certaines mesures que ses anciens amis considèrent comme une trahison. Il ne faut pas oublier que Jovenel Moïse disposait d'énormes moyens pendant sa campagne. Il bénéficie du soutien financier des gens puissants. Et quand on l'entend dire « après Dieu, c'est moi », ça n'a pas dû plaire à certaines personnes. En plus de prendre ses distances avec Martelly et son entourage, il déclare la guerre aux narcotrafiquants et contrebandiers. L'une de ses dernières décisions a été de donner l'ordre de faire détruire une piste d'atterrissage utilisée par les trafiquants de drogue. Il s'agit d'une piste d'atterrissage clandestine de Savandiane dans le département de l'Artibonite. Entre mai et juin 2021, pas moins d'une douzaine d'avions se sont posés sur la piste Savandiane et une autre piste située dans le nord avec des milliers de kilos de cocaïne. Les avions viennent essentiellement de la Colombie et du Venezuela. À la même époque, la DIE contacte les autorités haïtiennes pour demander des explications sur cette augmentation de trafic. Jovenel Moïse était furieux quand il apprend la situation. Il donne l'ordre de détruire ces pistes d'atterrissage, mais les autorités locales ont refusé de détruire ces pistes. Ça s'est passé vers la mi-juin. Le 7 juillet 2021, Jovenel Moïse est assassiné. Alors, qui était vraiment Jovenel Moïse? Certainement pas le petit planteur de bananes devenu président par hasard. Avant même son entrée en politique, il avait construit un réseau d'affaires, fréquenté des personnages proches du pouvoir et bénéficié d'un soutien considérable de l'État. Martelly ne choisit donc pas tout à fait un inconnu. Il choisit un homme qu'il connaît, dont il a soutenu le projet et qui évolue déjà dans son environnement. Mais l'histoire réserve une dernière ironie. Celui qui devait prolonger le pouvoir de Martelly semble avoir progressivement cherché à s'en affranchir. Certains des hommes qui gravitaient autour de son ascension deviennent alors des hommes dont il se méfie ou dont il attaque les intérêts. Jusqu'où cette rupture a-t-elle allé? Et quel rôle a-t-elle joué dans les événements qui conduisent à son assassinat? Sur ce point, beaucoup de questions restent encore sans réponse. Une chose est certaine, Jovenel Moïse n'est pas arrivé au pouvoir par hasard. Derrière Nek Banana se cache une histoire bien plus complexe, faite d'affaires, de réseaux, d'alliances et finalement de ruptures.
Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cette émission consacrée à l'ancien président Jovenel Moïse, et ce ne sera pas la seule. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine page d'histoire. Au revoir.